Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Classement Doing Business, le dernier rapport de la Banque mondiale porte la Côte d'Ivoire à la 122e place. Et pour parvenir à ce résultat, la Côte d'Ivoire a dû mettre en place un système qui concourt fortement à l'amélioration du climat des affaires. Quel est le système? On en parle dans ce journal. Célébration aujourd'hui 1er novembre de la Toussaint, fête en hommage à tous les saints. La veille donc du 2 novembre, journée consacrée aux parents défunts. Deux commémorations qui bien souvent créent la confusion dans les esprits. On fera la lumière dans cette édition. Et puis en Somalie, plus de 20 000 personnes ont fui leur domicile ces 2 derniers mois. Cela pour des violences, mais également pour des intempéries. Nous en parlerons également dans cette édition. Mais avant, classement Doing Business, on en parlait en titre. Le dernier rapport de la Banque mondiale porte la Côte d'Ivoire à la 122e place contre 139 la saison dernière. 17 places donc de gagner. Et pour parvenir à ce résultat, la Côte d'Ivoire a dû mettre en place un système qui concourt fortement à l'amélioration du climat des affaires. Quel est ce système? Adama Koné nous éclaire sur le sujet. Les lignes bougent fortement dans l'environnement des affaires, dans le monde. Le rapport Doing Business 2019 note un record des réformes qui atteignent le pic de 314 contre 290, réalisé il y a 2 ans. En clair, il est plus facile aujourd'hui de faire des affaires, c'est-à-dire créer une entreprise, obtenir un permis de construire, un crédit ou l'électricité, franchir les frontières avec des marchandises, de payer ses impôts ou régler un différend commercial. La Côte d'Ivoire est passée de la 139e à la 122e place, enregistrant un bond de 17 niveaux. Le pays se classe surtout au 17e rang sur les 54 pays africains, premier pays de l'UEMOA et deuxième au sein de la CEDEAO. Un classement obtenu grâce à une stratégie opérationnelle adoptée par le gouvernement ivoirien. Elle s'appuie sur 3 niveaux. Le premier est la mise en place d'un comité national interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui donne les premières impulsions, c'est-à-dire la vision ou l'orientation de la volonté de l'État de créer un cadre fertile aux investissements. Le deuxième niveau est la réunion interministérielle composée des ministères impliqués et du secteur privé. C'est l'organe qui traduit en stratégie la vision exprimée par le comité national. Le dernier organe chargé de rendre opérationnelle la stratégie est composé des groupes de travail sectoriels. Ces groupes de travail comprennent les personnes ressources de métier. En clair, c'est une organisation participative et inclusive qui tient chaque année un atelier national d'identification des préoccupations des investisseurs. Un agenda est donc élaboré après chaque session et mis à exécution avec le concours du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. C'est cette organisation stratégique qui vaut au pays les performances réalisées. Quant au rapport Doing Business, il prend en compte les avancées notées du 1er juin d'une année N au 30 avril d'une année N+1. Ainsi, pour le présent rapport Focus 2019, les évaluations des experts ont eu lieu du 1er juin 2017 au 30 avril 2018. Pour le Doing Business Focus 2020, le climat des affaires des 190 pays est évalué du 1er juin 2018 au 30 avril 2019. Voilà, éclairage de Adama Koné. Célébration aujourd'hui, 1er novembre de la Toussaint, fête en hommage à tous les saints. La veille donc du 2 novembre, journée consacrée aux parents défunts. 2 commémorations qui bien souvent créent la confusion dans les esprits. On fait la lumière ce soir avec Tata Doumbia et Kader Sogodogo. Les chrétiens catholiques célèbrent en ce jour les saints, ces hommes pieux dignes de vénération et de respect. Le prêtre célébrant nous éclaire sur cette fête. La fête de Toussaint ne trouve pas d'origine biblique comme la fête de Noël et bien d'autres fêtes au niveau de l'Église. La fête de Toussaint est une fête qui nous invite surtout
à penser à tous nos saints, tous les saints, connus comme inconnus. Parce qu'il y a des personnes qui ont mené une vie juste et noble. Suivi le lendemain de la fête des morts, ces fêtes sont parfois confondues. Moi, la fête de Toussaint, c'est la fête des morts. Selon moi, la Toussaint, c'est le 31. Et maintenant, le premier, un jour, tu dois te rendre, comme on appelle, peut-être au cimetière, pour faire au moins un vœu et puis déposer les fleurs ce soir sur les tombes. Bien que consécutives, la fête de Toussaint et la fête des morts sont distinctes, nous explique le prêtre. Le 1er novembre, nous avons la fête de tous les saints et le 2 novembre, nous avons la commémoration des défunts. Ces fêtes religieuses sont indispensables à l'Église catholique car elles honorent les icônes du service divin et accordent le salut éternel aux défunts. Voilà, c'est donc le 2 novembre, la journée d'hommage aux morts. Cependant, certains parents et autres proches choisissent d'aller se recueillir sur la tombe des défunts le 1er novembre parce que jour férié. Davy Soyo, notre reporter, a justement fait un tour à l'occasion au cimetière de Williamsville. Son constat est dit par Serge Collier. Cimetière de Williamsville. Il est 14 h ce jeudi 1er novembre. Des centaines de personnes sillonnent les lieux. Parmi elles, Marcel, 59 ans, venu se recueillir sur la tombe de ses défunts parents. Bonjour papa. Je viens te saluer. Tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien. Tu nous manques. Marina te salue aussi. Tout le monde. Toujours, tout le monde te salue. Nous prions toujours pour toi. N'oublie pas de prier aussi pour nous, papa. La quinquagénaire prie pour ses êtres chers, disparus dans les années 80. Et à chaque fois que j'arrive ici, je suis éprouvée. Bon, j'ai éprouvé parce que quelquefois, je sens un peu de douleur de les voir si loin de nous. Et je crois que c'est une joie parce que je crois que dans l'espérance, je les reverrai un jour. Donc quelquefois, ça me réjouit, je pleure, pas parce que je suis triste, mais mes larmes coulent comme ça, tout simplement. À la rue numéro 7 du cimetière, la famille Lédio, venue spécialement de Paris. Une visite dédiée à la mémoire d'un des siens. C'est mon grand frère qui est là. Il se repose ici. Je n'étais pas là, j'étais à Paris quand il est décédé. Et là, je suis venu voir la tombe. Et sa tombe qu'aujourd'hui, c'est la Toussaint. Je suis venu encore me recueillir sur la tombe, au moins avant de repartir. J'ai effectué ce déplacement pour venir voir uniquement mon beau-frère qui se repose ici dans la tombe. Ça me fait bizarre, mais c'est l'émotion, je n'ai pas de mots. Juste à côté, une autre famille accomplit le même rituel. Je suis venu sur la tombe de ma petite sœur pour lui dire qu'on n'a pas oublié. C'est pourquoi nous sommes venus sur sa tombe aujourd'hui, qu'on prie toujours pour elle. Je demande des messes pour elle. Les autres aussi demandent des messes pour elle. Mais où elle est aussi, elle n'a qu'à intercéder auprès de Dieu pour nous aussi. Pour nous envoyer le bonheur, la guérison, tout ce que nous avons besoin. Le 1er novembre marque la fête de la Toussaint, en hommage à tous les saints de l'Église catholique. Cette journée est suivie le 2 novembre par l'hommage aux personnes décédées. Voilà, une affluence donc autour de la Toussaint, affluence qui inspire en tout cas les petits commerçants. Le 1er novembre est pour eux une de ces journées fructueuses entre vente de gerbes de fleurs et autres petites activités. Ils se frottent les mains, ces commerçants. On retrouve tout de suite Davy Soyo et Serge Collier. Ils font partie des habitués du cimetière de Williamsville tous les 1er novembre. Yves et ses camarades vendeurs de fleurs profitent pleinement de cette journée. La Toussaint, c'est notre traite parce qu'aujourd'hui, j'ai vendu plus que je vends habituellement. Les visiteurs n'ont aucune peine à se procurer bouquets ou gerbes de fleurs. Yves écoule aisément sa marchandise. Aujourd'hui, comme ça, j'ai vendu peut-être 150 000. C'est ce que j'ai compté. Ce jeune commerçant n'est pas le seul bénéficiaire de cette atmosphère qui règne au cimetière de Williamsville à l'occasion de la Toussaint. La majorité est quand même partie, mais comme les années ne sont pas pareilles, aujourd'hui il n'y a pas assez de financement comme les autres années, mais vraiment je remercie le bon Dieu, j'ai eu appui à vendre quand même un peu aujourd'hui. Pour vendre le plus de marchandises possible, chaque commerçant a sa petite astuce. Alice,
Une des rares filles présentes a opté pour la vente ambulante. Je viens vendre ici chaque année. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a vendu un peu beaucoup. Il a vendu 50 000 et quelques. Comme il n'y a pas d'engagement pour m'arrêter, je me promène pour vendre mes marchandises. Ce commerce n'est pas fait pour déplaire aux nombreux visiteurs, bien au contraire. Pour ne pas se fatiguer et aller loin, offrir les fleurs, on se contente des fleurs qui sont ici. Ce sont des fleurs de qualité parce que c'est bien monté. Les fleurs que nous prenons ici ne sont pas de bonne qualité, mais les prix sont abordables. J'ai eu ce bouquet à 5 000 francs et je suis là toutes les fêtes. Vraiment, les prix n'ont pas augmenté, c'est le même prix, rien n'a changé. Comme on peut le constater, le 1er novembre, fête de Toussaint, est bien inscrit dans l'agenda de ces petits commerçants. Faire de bonnes affaires en vendant des fleurs, une façon de contribuer à la réussite de ce jour du recueillement et du souvenir. On parle religion toujours, on se rend cette fois à Lourdes pour en parler. Lourdes où les pèlerins entre prière et engagement fortifient leur foi. Ils sont nombreux, ces volontaires qui prennent de leur temps pour assister les autres, une façon pour eux d'imiter Jésus-Christ qui justement appelle les chrétiens à la charité. Eugène Latoubé. Ils sont présents à toutes les étapes du pèlerinage à Lourdes. Des malades, des handicapés, des vieux, animés tous du même sentiment de joie de venir se ressourcer auprès de Bernadette et de la Vierge Marie. Prier. La Vierge, bon Dieu et Bernadette, bien sûr. Parce que j'ai perdu une fille l'année passée, alors c'est dur. Dans la foi, on se dit qu'un jour aussi, on peut être comme eux. Et chaque année, je viens pour aider à servir les malades, avec amour et respect. Malades mais pèlerins à part entière. Ces enfants, ces hommes, ces femmes fragiles bénéficient d'un accueil particulier depuis la gare Montparnasse à Paris à destination de Lourdes. Cet accueil se prolongera jusque dans leurs établissements d'accueil, Saint-Fré et Sainte-Bernadette, où d'autres pèlerins plus valides se mettent à leur service pendant les 5 jours qu'a duré le pèlerinage. Nous, c'est notre charisme, notre pastoral, aider les malades à venir à Lourdes, les aider à vivre leur foi chrétienne. Donc la décision de culte a accepté de nous donner des malades pour que nous puissions venir. On ne peut pas dire qu'on aime Christ si on n'est pas capable d'aider ce malade. Et nous avons besoin de beaucoup d'Ivoiriens pour nous aider à poursuivre ce mouvement-là. Des pèlerins qui viennent avec nous, qui sont physiquement au point, nous aident à vraiment s'occuper des malades. L'esprit de l'association d'hommes de salut est perçu par tous les pèlerins. Ils ont cette fierté de savoir que Dieu pourra peut-être opérer un tant soit peu des miracles dans leur vie. À Lourdes, le service est une philosophie, une valeur même. On est frappé par cette image. Les malades et handicapés dans leurs fauteuils roulants, arpentant les sanctuaires et toujours à leur côté, quelqu'un a leurs petits soins pour les aider à effectuer leur pèlerinage. Ce sont les brancardiers, comme on les appelle, des hommes, des femmes, jeunes garçons ou filles, mus par l'esprit de service. Ils sont intégrés à l'équipe chargée de l'organisation du pèlerinage et membres de l'association Notre-Dame de Salut. Entre ces jeunes bénévoles et ces pèlerins fragiles, une complicité et un amour commun de Jésus, qui suscite en eux la joie de la guérison. C'est donner de son temps, donner de son amour aux personnes qui en ont besoin. J'ai plein de choses à transmettre que ça me fait plaisir de donner aux autres. Je ne suis pas habituée à ce qu'on s'occupe aussi bien que moi parce que je suis toujours seule. Joséphine vient me chercher pour m'emmener aux offices. Là, je veux lui acheter un chapelet pour ma petite fille, elle m'emmène. Elle prend sur son temps et voilà. Vous êtes heureuse? Oui, très. C'est un moment très important du pèlerinage à Lourdes, la célébration de l'Eucharistie au bénéfice des pèlerins malades et handicapés. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants dans la joie de leur transformation parce qu'ils ont accepté Jésus depuis leur baptême. Accepté aussi de continuer à le recevoir et à le suivre. Un bonheur long et infini emplit leur cœur quand ces malades reçoivent l'onction que seuls ils ont le droit de recevoir. Le premier voyage, je ne pouvais pas me tenir debout. Maintenant, voilà qu'au retour, je me tiens debout pour marcher un peu. Donc, c'est le bienfait du pèlerinage.
ils ont démontré leur foi. Témoignage éloquent, celui de la 70e miraculée officielle de l'ordre reconnue par l'Église catholique, présenté aux pèlerins au cours de l'Eucharistie réservée aux malades. Le témoignage de quelqu'un qui a été miraculé, c'est une source d'espérance. Et parce qu'elle le dit bien, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour d'autres, c'est pour nous tous, et que son témoignage est parlant. Alors que ce soit pour tous une parole qui vous encourage. Je suis venue à la grotte, j'ai dit à la Vierge, ce qui a apparu à la Vierge Marie vraiment, que ma fille ait le visa. Je suis partie 3 jours. On m'a appelé, on dit, allez-y chercher la petite, le visa est à portée. Et je l'ai envoyée, elle a été opérée de ses pieds en 2017, avril 2017. Elle marche, elle parle. Ils aiment Marie qui intercède pour eux auprès de Jésus qui guérit. Signant de la grande confiance en son Fils de tous ces malades et handicapés, cette forte présence à la célébration eucharistique avec toujours l'assistance des personnes valides, engagées dans le service. Ce sont des enfants pour offrir de l'eau, des jeunes accompagnateurs des invalides et malades, ou même des hommes et des femmes d'âge plus avancé, préposés aux quêtes et à la communion, parmi lesquels des hospitaliers. Chaque année, de nombreux pèlerins bénéficient de ce statut d'hospitalier qui les élève à un degré supérieur dans le service. C'est un engagement personnel, mais à long terme. C'est une mission, c'est une réponse à un appel qui a dit toutes les formes variées et inimaginables. Chacun a son histoire, mais c'est une histoire sans fin. On le fait sans rien attendre en retour. Et si nos responsables ont reconnu en cela un dévouement qui est couronné par une reconnaissance pour devenir hospitalière, je ne peux que dire merci. D'abord, on est volontaire, on est bénévole, et au fur et à mesure, on constate votre dévouement, votre disponibilité à servir les autres. C'est en ce moment-là que tout se décline. 22 pèlerins ont reçu leur charge d'hospitalier, signe de leur engagement à servir Dieu. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne compte que 2 titulaires de la croix de l'hospitalité. L'association Notre-Dame du Salut invite les pèlerins ivoiriens à répondre à l'appel de Dieu à la fonction de serviteur. Être serviteur, une forme de la manifestation de l'amour de Dieu. Retour en Côte d'Ivoire, les forêts d'Anguédédou et de Haut-Douin, c'est à quelques kilomètres seulement de Jacquesville. Ces 2 forêts ont de nouvelles délimitations. Les 2 projets de loi sur la question avaient été présentés mardi dernier aux députés, cela par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï. On en parle avec Kolo Koulibaly. Les forêts de Languédédou et d'Haut-Douin ont de nouvelles délimitations. Concernant la forêt classée de Languédédou, elle est située à l'entrée nord d'Abidjan avec une superficie initiale de 9 168 hectares. Quant à la forêt d'Haut-Douin, non loin de Jacquesville, la superficie actuelle est de 2 829 hectares. Alain Richard Donvaï, l'émissaire du gouvernement, a expliqué cette nouvelle délimitation. Redéfinition des limites parce que nous avons de nouveaux moyens, des moyens modernes de délimitation aujourd'hui au GPS. Donc il faut refaire les limites de nos forêts classées pour éviter qu'il y ait des litiges par rapport à ces limites-là. Alors il s'agit d'une des forêts, la forêt d'Haut-Douin, qui a vu ses limites redéfinies pour permettre l'établissement de l'école de lutte antiterroriste qui va se passer là-bas. Donc nous avons permis à cet espace-là d'être redéfini pour permettre au ministère de la Défense, au ministère d'État, au ministère de la Défense, de construire cette école-là que nous appelons de tous nos voeux et qui va servir à la sécurisation de toutes nos populations sur l'ensemble du territoire. Donc cela a été fait, non pas pour déclasser des espaces, mais simplement pour redéfinir les limites et pour permettre à notre nouvelle politique forestière d'être mise en œuvre au profit de nos populations. Rappelons que la forêt de Languédédou et le parc national du Banco font partie du bassin versant alimentant la nappe d'Abidjan. Et pour être plus efficace sur le terrain, le ministère de tutelle équipe les agents de terrain. Plus de 5 milliards de francs CFA de matériel remis donc aux agents de terrain des eaux et forêts. C'est un geste du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. C'est ce que nous rapporte Francis Boifo.
Remise symbolique de véhicules de type 4x4 à des responsables de structures déconcentrées du ministère des Eaux et Forêts. À ce lot vont s'ajouter bientôt des motos, des armements, des munitions, des gilets pare-balles et des GPS. Coût total, plus de 5 milliards 162 millions de francs CFA. Par cet acte, le président de la République réaffirme son engagement à lutter contre la déforestation. Les eaux et forêts ont souffert du manque d'équipement, du manque de mobilité pour pouvoir accomplir leur mission. Le ministre Alain Richard Donvaï traduit sa reconnaissance au président de la République pour l'intérêt qu'il attache à la forêt. Aux directeurs régionaux et départementaux, aux chefs de cantonnement et de postes forestiers, il demande une présence accrue sur le terrain. L'ensemble du personnel du ministère des Eaux et Forêts voudrait vous prier de trouver les mots justes de loyauté, de fidélité et d'attachement à son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Dans le prolongement de la nouvelle politique forestière, il sera procédé le 15 novembre prochain, jour de la célébration de la Journée nationale de la paix, des cérémonies de planting d'arbres à travers le pays. Cela, à la demande du chef de l'État, a annoncé le ministre des Eaux et Forêts. À l'issue de la réforme des filières EVA et palmiers à huile, il a été décidé de la mise en place d'un organe en charge de la régulation, du contrôle et du suivi des activités des dites filières. Eh bien, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient officiellement d'installer les premiers responsables de cet organe de régulation. Il s'agit du directeur général et du président du conseil d'administration. Noël Niagnou. L'EVA et le palmier à huile, deux spéculations du sud forestier de la Côte d'Ivoire. Source de revenus des populations rurales de cette aire géographique, l'EVA et le palmier à huile ont une production mensuelle et permanente, contrairement à celle du café et du cacao. Principale caractéristique de ces deux filières, elles sont les mieux organisées. C'est pourquoi ce conseil EVA palmier à huile, à la différence de celui du café-cacao, a pour fonction essentielle la régulation, le contrôle et le suivi des activités des dites filières. Après le désengagement de l'État, ce sont des filières qui ont vraiment montré leur niveau de professionnalisme en s'organisant autour de deux associations qui ont même joué le rôle d'interprofession à l'époque. En revanche, pour ce qui est du gendarme de la filière, la régulation, on se rend compte que puisque ce sont des filières qui s'étendent, il y a plus de nombreux acteurs, les consensus de départ ont commencé à être remis en cause. Là, il faut un arbitre. D'abord, dans lequel tout le monde se reconnaîtra, définir les règles de jeu ensemble avec eux, et puis s'assurer de l'application de ces règles de jeu. Donc, l'organe actuel, sa fonction se résume à la régulation de ces deux filières, mais pas la fonction de développement. Placé sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le conseil EVA palmier à huile est dirigé par Edmond Fignegé Koulibaly avec Fanny Ibrahima comme président du conseil d'administration. À charge pour ses dirigeants d'améliorer la gouvernance, la productivité et la compétitivité des deux filières avec une diligence pour deux actions prioritaires. Il s'agit de procéder à travers deux études, l'une sur le mécanisme de fixation du prix aux producteurs et l'autre sur la fiscalité dans chacune des deux filières, pour permettre une rémunération équitable de tous les acteurs et assurer la compétitivité des usiniers, aussi bien au niveau national qu'international. Cela contribuera à créer un environnement favorable au développement de la deuxième transformation dans la filière EVA et assurer la durabilité de ces filières. Les deux filières font vivre plus de 150 000 planteurs villageois pour l'EVA et 40 000 pour le palmier à huile, avec des revenus distribués de l'ordre de 50 milliards pour les planteurs de palmier à huile en 2014 et 136 milliards pour ceux de l'EVA sur la même période. On parle santé à présent. Le club des hommes des affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, après les enfants malades du rein et du cœur, se penche désormais sur la situation des enfants atteints du cancer. La structure a décidé cette année de collecter au cours donc de son 5e dîner gala de bienfaisance des fonds pour soutenir l'action de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, institut qui justement prend en charge les enfants malades du cancer.
En 2016 et 2017, le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire était respectivement au chevet des enfants malades du rein et du cœur. Il s'agissait pour les responsables du Chamsi d'apporter leur soutien et leur contribution au bien-être de ces enfants. Comme les enfants malades du rein et du cœur, ceux atteints du cancer pourront pousser un ouf de soulagement. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire entend, au cours de la 5e édition de son dîner gala de bienfaisance, prévu pour se tenir le 14 décembre prochain, collecter des fonds en vue de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le président de cette structure islamique. Le cancer est une maladie grave et coûteuse. Nous comptons donc sur le soutien de nos membres et de nos partenaires afin d'engager le maximum de moyens financiers. Il est important de souligner que le Chamsi est l'émanation des hommes d'affaires musulmans, mais nos actions bénéficient à tout le monde, à tous les enfants malades, sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Le cancer, un véritable problème de santé publique. Mamadou Doumbia invite alors autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Chamsi dans cette lutte en vue de vaincre cette pathologie qui endeuille de nombreuses familles. Le message du président du Chamsi, appuyé par Agnès Crédit, victime par le passé du cancer et invité spécial de la 5e édition du dîner gala de bienfaisance. Petit à petit, comme vous le faites, avec des gestes simples, mais des gestes qui viennent du cœur, vous réussirez à percer les roches des cœurs insensibles, parce qu'on ne peut pas rester insensible face aux enfants. Et pour cela, il nous faut inviter tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent avec notre pays, mais tous ceux qui sont des êtres humains, à comprendre que l'engagement pour autrui est le sens de notre vie et l'engagement pour les enfants est le sens de notre existence. Le cancer, ce tueur silencieux, fait de nombreuses victimes en Afrique. En Côte d'Ivoire, environ 20 000 nouveaux cas sont enregistrés par an selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pargassoro Kone signait ce reportage. On fait à présent un petit tour au Maroc où s'est tenu récemment le salon du livre maghrébin. La question du livre et de l'édition a réuni sur place écrivains et éditeurs africains. Il était question pour eux de réfléchir sur les thématiques liées à leur métier. C'est ce que nous rapporte Franck Kouadio. Un échange entre acteurs du livre autour des questions d'écriture, mais aussi de préoccupations de l'heure, édition, aide publique, des réalités partagées. Les difficultés que nous rencontrons au Maroc sont les mêmes que celles qui sont en Afrique et au Maghreb, avec cette particularité que nous avons pris peut-être une petite avance par rapport à l'Afrique subsaharienne, mais parce que le combat est un peu plus ancien que dans ces jeunes pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout entière, mais je reste confiant parce que nous avançons à grands pas, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Nos besoins sont connus. Ce problème qu'il y a de soutien financier, de subventions conséquentes, les éditeurs, les écrivains, les libraires, nous avons les mêmes problèmes. La solution du livre pour mieux penser les plaies du continent. Une évidence cependant. Mais comment y parvenir? Selon cet écrivain, plusieurs ont quitté le navire. Donc les 70% des Africains qui ne sont pas attachés, comme on dit, qui ne sont pas liés à l'Europe, ont toute une autre réalité. Et il faut que notre littérature apprenne à refléter cette réalité. Et c'est ce qui manque vraiment en Afrique. Et par réalité, je veux dire l'oralité, la langue, le parler. Venue chercher une œuvre de Kourouma au stand ivoirien, cette éditrice crie son désarroi. Alors c'est vrai que malheureusement on est tous très tournés vers l'Europe parce que ça représente un marché important. Donc on veut tous que nos auteurs soient visibles en Europe, vendus en Europe. Mais bon, moi j'estime qu'aujourd'hui je voudrais justement créer ces liens, ces passerelles et que nos littératures, que nos pensées, que nos textes circulent sur le continent. C'est à ça qu'il faut arriver. La barrière de la langue, il n'y a pas que. La question pourrait être profonde. C'est vrai, les éditeurs doivent faire beaucoup plus.
il n'y a pas que les éditeurs, hein, vous savez. Le livre même peut être présent, c'est-à-dire édité, mais le libraire, qu'est-ce qu'il fait? Quand dans un rayon, un livre a été commandé, quand on a commandé par exemple 5 exemplaires c'est rien. Une fois que les 5 exemplaires ont été achetés, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on doit remplacer. Et moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on va chercher un livre dans telle librairie. On se dit, ah, on va trouver dans telle librairie, mais on ne trouve pas. Et ce n'est même pas une question de dire le livre a été publié en Côte d'Ivoire ou pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il y a la part du libraire, il y a aussi le travail que doit faire le bibliothécaire, il y a aussi le travail que doivent faire les associations, ainsi de suite, pour que, justement, les lecteurs puissent rencontrer le livre. Et je sais que l'auteur aussi doit faire sa part. Il y a envers et contre tout la plume optimiste. C'est le but de ce salon du livre du Maghreb, rester africain malgré tout. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert sur la littérature mondiale. Je ne fais pas de distinction en termes d'appartenance. Pour moi, le plus important, c'est une littérature qui donne à penser, qui donne à réfléchir, qui ouvre de nouvelles fenêtres pour penser l'humain. Mais bon, il faut évidemment ce genre de rencontre pour permettre je dirais une saine synergie, un partage des connaissances et des savoirs. Combattre les clivages et convaincre par la plume. De toute façon, le sacerdoce des littératures et des littéraires africains depuis toujours, un engagement réitéré dans l'oriental marocain à Obja. Et des nouvelles de la Somalie pour terminer, ce sera en images. En Somalie, plus de 20 000 personnes ont fui leur domicile ces 2 derniers mois. Cela pour des violences, mais également pour des intempéries. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.